Chers collègues, 22-14. Ouais. 22-14, qui est-ce? Le groupe LFI. Eh bien, qui le présente? Très bien, merci. L'avis de la rapporteure. Non, pardon, je suis complètement à l'ouest, là. 24-82, groupe socialiste. Amrou. Merci. Ça va très vite aller, là. 30-72. Madame Maximi. Enfin, jusqu'à ce que Daniel fasse un petit débat. Ah oui, pardon, monsieur la baronne. Non, moi, je présente très rapidement l'amendement que je porte en tant que rapporteur spécial. C'est un amendement qui vise à préserver et à développer la fonction publique parlementaire. Je l'ai dit aussi au moment du débat qu'on a eu, mais c'est que c'est important d'avoir les moyens d'avoir des agents, donc des fonctionnaires qui sont présents pour qu'on exerce correctement notre mandat et que la démocratie s'exerce elle aussi. Et donc, c'est un amendement qui vise à développer cette fonction publique parlementaire. Merci. Le suivant, c'est le 22-20. Merci. Ensuite, on a le 22-15. Oui, défendu. Le 22-21. Et Madame la rapporteure. Alors, sur ces amendements, je donne un avis favorable. Je vérifie que j'en oublie pas. Ces amendements tous favorables. On est bien d'accord qu'on arrête à celui-ci. Voilà, c'est favorable pour tout ceci. Très bien. On passe au vote. Daniel Labaronne. Peut-être revenir très rapidement. Moi, je crois que s'agissant du budget de l'Assemblée nationale, parce que c'est quand même en lien un peu ces amendements avec le sujet que nous avions tout à l'heure avant l'interruption, je crois que nous avons un devoir d'exemplarité budgétaire. On doit donner l'exemple en limitant notre propre budget. Cette augmentation du budget de l'Assemblée nationale pourrait être perçue comme un manque de solidarité dans ce moment que nous vivons par rapport notamment à d'autres administrations. Moi, j'ai auditionné le Conseil d'État en responsabilité. Il dit OK, voilà, je ne demande pas davantage que le budget pour me permettre de fonctionner en tenant compte de l'augmentation de l'inflation. Ça pourrait être, je crois, aussi mal perçu par nos concitoyens. Et creuser encore davantage le fossé entre les élus et peut-être aussi affaiblir la confiance dans cette institution qui est l'Assemblée nationale, composante du Parlement. Et puis je crois fondamentalement qu'en toutes circonstances, on peut rationaliser de manière l'activité opérationnelle ou le budget, voilà, en se posant les bonnes questions. Et paradoxalement, moi je pense que la période où les budgets peuvent être contraints, eh bien, ce sont des périodes où, justement, on se pose les bonnes questions pour rationaliser, mieux organiser, faire des synergies. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais simplement dire. Je crois que nous avons un signal de responsabilité à envoyer aux Français s'agissant de cette augmentation du budget de l'Assemblée nationale pour lequel je suis favorable. Voilà. Merci de m'avoir donné la possibilité. Mais il n'y a pas de problème, Monsieur Tanguy. Daniel, vous pouvez éteindre votre micro. Commençons à économiser un peu. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je suis d'accord avec collègue Labaronne, mais j'ai vraiment une interrogation parce que j'ai assisté à une réunion organisée par les questeurs sur l'augmentation des moyens des groupes de l'Assemblée qui s'est fait de manière consensuelle et tous les groupes, sauf erreur de ma part, mais je ne crois pas que je me trompe, ont pris comme engagement de ne pas augmenter les moyens de l'Assemblée, quels qu'ils soient, j'insiste là-dessus, cette année, pour ne pas envoyer de signaux à la population, comme quoi on aurait pu en fait augmenter les moyens des groupes en faisant des fausses économies et en fait en augmentant les moyens. Donc vraiment, j'ai une incompréhension sur cet amendement pour les raisons qu'a donné Monsieur Labaronne, mais aussi par rapport à cet engagement qu'ont pris les groupes envers les questeurs. Réunion à laquelle j'ai assisté, donc j'ai une vraie incompréhension, sans esprit de polémique. Alors, moi je vais défendre, je vais intervenir, je vais défendre les amendements là qui sont là. Mais il ne me semble pas que nous, on s'est engagé à ça. Enfin, les filles, là, je prends juste ma casquette 2 secondes, les filles, puis je vais revenir sur la défense des amendements. Moi, le problème, Daniel Labaronne, c'est que nous, de toute façon, nous, on n'est pas pour cette histoire de dire que la dépense publique, la fonction publique doit faire des efforts, etc. Enfin, en tout cas, à partir du moment où, en réalité, se cache derrière l'idée qu'on peut faire mieux avec moins. Je ne crois pas ça. Je pense que, encore une fois, je donnais les exemples tout à l'heure. Est-ce que nos administrateurs qui nous accompagnent tous, par exemple, dans nos travaux, est-ce que nous estimons que
ils ont une tâche facile, qu'ils ne travaillent pas, qu'ils usurpent leur salaire. Je ne crois pas. Nos collaborateurs, est-ce que c'est le cas? Je ne crois pas. J'observe une chose, c'est que l'Assemblée nationale, si on compare par exemple au Parlement européen, nous avons par député beaucoup moins de moyens en réalité, beaucoup moins, et de manière très importante des autres parlements européens. Donc autant, moi j'ai pas de problème, et c'est ça l'intérêt de ces amendements là qui sont posés, c'est qu'en gros c'est des amendements qui disent on peut économiser sur certaines choses dispendieuses de réception et autres, mais l'idée c'est pas d'économiser pour baisser le budget, c'est d'économiser pour, par exemple, permettre d'avoir peut-être davantage de collaborateurs. Je pense qu'un député, ça serait pas mal qu'on ait plus de collaborateurs pour travailler, pour faire une mission de contrôle, etc. Donc voilà, globalement, ma réponse est là. Je ne trouve pas que l'Assemblée nationale, aujourd'hui, dans ce qu'elle fait, soit dispendieuse des deniers publics, et je pense même que sur certains aspects, je l'ai dit, par exemple, de manière très concrète, ça va peut-être paraître démagogique, mais les groupes d'amitié aujourd'hui par rapport à d'autres groupes d'amitié d'autres parlements, franchement, à certains moments, on n'est pas on n'accueille pas, par exemple, les autres députés de l'étranger comme eux nous accueillent, par exemple. Je le dis juste, où on peut s'interroger sur le fait qu'on pourrait avoir une assemblée qui a plus de moyens de déplacement à l'étranger pour faire des vraies missions, etc. Bon, donc je suis pas là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse là dans ces amendements, c'est que par contre, ils proposent de couper dans des budgets qui, eux, sont, à mon avis, problématiques, et pour permettre, j'allais dire, de mettre l'argent là où c'est nécessaire et là où se produit le travail de l'Assemblée. Et en cela, je les trouve utiles et intéressants. Voilà. Madame Bon. Oui, en fait, je suis arrivée, j'ai à peine lu l'amendement, j'ai dit défendu, et à le lire, moi, je partage un peu. Je crois que aujourd'hui, on a un autre message à envoyer à la population, et je crois que c'était la position de Christine Pires-Beaune, première questeur. Donc, moi, je retire l'amendement des socialistes. D'accord. On passe au vote. Allez-y. Non, mais je voulais aller dans le sens du président de la commission, parce que il y a une forme de cohérence chez vous, comme nous, il y en a une chez nous, en fait. C'est que nous, on combat cette idée de dire qu'on ne peut pas faire autrement, qu'on doit réduire les dépenses, faire porter cette réduction des dépenses sur les services publics, sur la fonction publique parlementaire, en fait, sur celles et ceux qui font vivre ce pays. Nous, on est cohérents parce qu'on pense qu'on peut faire autrement. C'est pas qu'on veut garder un budget à la hauteur de l'Assemblée pour le garder parce qu'on serait parlementaire, c'est parce qu'on pense que cette austérité qui est imposée aux Français n'est pas légitime, et il y a d'autres solutions. Et effectivement, il y a d'autres solutions aussi pour l'Assemblée nationale. Et on ne défend pas ce budget spécifiquement, c'est ce que nous avons fait d'ailleurs pendant tout le PLF partie 2, pour toutes les discussions budgétaires, c'est de dire qu'on peut faire autrement et qu'on revient dessus. Notamment, on est revenu sur les 4000 suppressions de postes, nous sommes revenus sur, dans l'enseignement, dans l'éducation nationale, nous sommes revenus sur toute en fait votre politique austéritaire. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire aussi aujourd'hui, ce que je fais en tant que rapporteur spécial, parce que je suis convaincue qu'il y a des dépenses qui sont utiles, et l'Assemblée nationale évidemment en fait partie, et qu'aujourd'hui, quand on parle par exemple des crédits collaborateurs, je pense que oui, nous ne sommes pas à la hauteur de d'autres grandes démocraties européennes ou même du Parlement européen, et surtout c'est aussi des conditions de travail et des rémunérations pour nos collaborateurs en termes de moyens. C'est pas que pour les députés en tant que tels, c'est pour faire fonctionner cette maison qui appartient à tout le monde. Bon. Oui, allez-y. Simplement pour tous les gens qui nous écoutent aussi, et à rebours des caricatures qu'on peut lire, en effet, je rebondis sur ce que vient de dire Marianne Maximi, c'est pas de l'argent pour les députés, c'est de l'argent pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale, on est bien d'accord. Allez, bon, allez-y, parce que il faut juste en un mot pour dire que on est fini là quand même. Ouais, je vais aller très très vite alors, parce que si d'aventure devait y avoir que ce budget-là qui soit maintenu dans un horizon d'économie budgétaire, évidemment, ça nous poserait un gros problème. Par contre, philosophiquement, on est aussi en accord avec vous sur le fait que la doxa selon laquelle il faudrait baisser absolument la dépense publique n'est pas une doxa que nous partageons. Et au contraire, on pense qu'il y a besoin de moyens pour la démocratie parlementaire, davantage qu'on en a aujourd'hui. D'ailleurs, je signale que le groupe écologiste et social s'était prononcé contre l'augmentation de l'AFM des députés et pour une augmentation du crédit collaborateur. Et donc c'est en ce sens-là qu'on est assez embarrassé ce soir, parce qu'on aimerait voter et on peut le voter d'ailleurs, même cet amendement, même si on ne souhaite pas qu'à la fin ne reste que celui-là. Voilà. Moi, je pense que ce qui serait peut-être intéressant, c'est d'imaginer, par contre, comme manifestement, par exemple, nos concitoyens se posent beaucoup de questions.
D'accord. Et je trouve qu'à certains moments, c'est pour ça que j'ai réagi tout à l'heure sur la comparaison avec le privé, parce que je dis attention de ne pas nourrir nous-mêmes certaines choses, mais par exemple un audit citoyen qui serait fait sur l'Assemblée nationale serait peut-être pas mal. C'est-à-dire de voir effectivement là où les moyens sont nécessaires, là où ils sont superflus. Je pense que ça pourrait être utile pour la démocratie, pas que pour l'Assemblée, mais je veux dire, il y a peut-être des choses à faire en termes de contrôle populaire sur les institutions, mais c'est pas la même chose que de décider, je veux dire, au nom et avec certains arguments, moi, qui me posent problème, ce que j'entends. Bon, on vote, parce que c'est moi-même qui continue à parler. 22-14, qui est pour? 22-14, c'est contre l'externalisation. C'est contre l'externalisation des services de l'Assemblée. Oui, c'est pour ça qu'il me permet. Qui est contre? Ah non, pardon, je me suis trompé. Non, on va recommencer le vote. Je vous ai induit en erreur, je m'excuse. C'était un plus loin, excusez-moi. Je suis désolé, on refait le vote qui est pour 22-14. Excusez-moi. Qui est contre? Adopté. Alors ensuite. Le 3072, parce que le 2482 avait été retiré. Voilà, le 3072, c'est sur l'externalisation. C'est parce que... Non, c'est le suivant encore. Oui, si. Si. L'Assemblée nationale a privatisé, externalisé une part croissante de ses activités. Si, c'est là-dessus. Sur le fait. Bah oui, c'est bizarre. L'exposé émotif correspond. Ah si, on prend. Oui, d'accord, on prend. D'accord. Bon, allez, on passe au vote. 3072, qui est pour? 3072. Bah, je sais pas si vous. C'est contre l'externalisation, mais. D'accord. Qui est contre? Adopté. Le 22-20, c'est quoi? Le 22-20, c'est récupérer les dépenses de luxe du président de la République au bénéfice des travailleurs les plus précaires de l'Assemblée nationale. Qui est pour? Non mais votez pas, chers collègues, vous en faites pas, il n'y a pas de souci. Mais je suis obligé de passer au vote parce que sinon on va pas le temps. Qui est contre? Il y a des collègues qui n'ont pas voté là. Oui, du coup, il est rejeté. Il est rejeté. 22 est rejeté. Le 30 84 et le 22-15, c'est quoi? C'est pour les crédits collab et au groupe. Mais je le vois pas. Je l'ai pas le 22-15. Mais c'est le même que celui-là, c'est le crédit collaborateur. Ok, c'est les crédits collaborateurs. Ok. Alors qui est pour? C'est sur les crédits collaborateurs. Qui est contre? Rejeté. On passe au 22-21, LFI. On l'a déjà défendu. Ah pardon, excusez-moi, 22-23, je suis désolé. Oui, mais il a fallu mettre au voie le 22-21. Alors, on n'a pas voté le 22-21. Non, c'est un plan de recrutement d'administrateurs. Ok, qui est pour? On a vu, c'est le même vote. Qui est contre? Rejeté. Le 22-23. Là, c'est quoi? Madame la rapporteure. C'est un amendement qui vise à réinternaliser des services qui ont été confiés à des entreprises sous-traitantes. Donc, je suis favorable. Des services d'entretien. Oui, d'entretien, pardon. Voilà. Ok. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Le 22-24. Madame la rapporteure. Oui, pardon, Monsieur le Président. Oui, c'est un amendement qui vise à proposer une indemnisation pour la famille de Monsieur Moussa Silla, qui est une personne qui travaille à l'Assemblée nationale pour une entreprise sous-traitante qui est décédée dans l'exercice de ses fonctions il y a plus de 2 ans maintenant. Et donc, c'est un amendement qui a été déposé par le groupe La France Insoumise pour permettre d'indemniser la famille de Monsieur Moussa Silla. Qui n'a pas été indemnisé. Le procès est en cours, hein, et ça s'est tenu là. Ok.
Enfin, Monsieur moi, il me semble que... Tanguy. Pardon. Oui, mais je vais vous donner Oui. la parole, monsieur Lebrun. Mais je la donne d'abord à monsieur Tanguy. Merci, Président. Non, mais je découvre non pas l'accident mortel qu'avait subi cet agent, mais le fait qu'il n'ait pas été indemnisé. Est-ce que, peut-être pas maintenant parce qu'on n'a pas le temps, mais si les commissaires pouvaient peut-être avoir des informations sur ce qui s'est passé, pourquoi ça attend, et puis si effectivement il y a une entreprise sous-traitante qui ralentit la procédure d'indemnisation, aussi interroger les services pour savoir pourquoi on continue de travailler avec une société qui ralentit une indemnisation qui est quand même un flagrant délit, malheureusement, d'une situation inacceptable. Donc, on n'a pas le temps ce soir, mais je pense que ce serait intéressant qu'on ait plus d'informations. Okay. À ma connaissance, il y a un renvoi de responsabilité, en fait, entre le sous-traitant et l'Assemblée. Je pense que c'est ça qui explique les difficultés. Monsieur Labaronne. Moi, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est qu'il y a un procès apparemment qui est en cours. Donc, moi, je suis très respectueux de la séparation des pouvoirs entre le législatif et le judiciaire, et que envoyer ce message là d'un soutien, et moi, sur le principe, j'y suis pas opposé, mais envoyer un message avant le jugement, ça serait quand même prendre part dans ce débat judiciaire qui doit normalement se conclure à un moment donné par des indemnisations. Enfin, j'imagine, s'il y a soit l'Assemblée nationale, soit le donneur d'ordre qui est jugé comme responsable, c'est le responsable qui sera amené à apporter, enfin à donner une indemnisation que nous ensuite on abonde sur un fonds. J'y vois pas d'inconvénient, mais moi je crois qu'il faut attendre les conclusions du procès. Enfin, le petit souci en attendant, c'est qu'il y a des gens qui sont une famille qui se retrouve quand même sans le père de famille qui est décédé, et avec en réalité quelque chose qui aurait été vite réglé si ça avait été un agent de l'Assemblée. Et c'est ça le souci. Si ce n'était pas un sous-traitant dans les conditions où il travaillait dans les sous-sols de l'Assemblée, et donc renvoi de responsabilité, si ça avait été un agent de l'Assemblée, je ne pense pas que la question se poserait d'indemnisation. Enfin bon, là je suppute, donc je ne veux pas non plus... Madame Roux, et après on vote. Micro, monsieur Labaronne. Oui, donc je viens de téléphoner à Christine Pires-Beaune justement pour ce dossier. Donc l'Assemblée nationale soutient la famille actuellement. Il y a une procédure contre l'entreprise. Je pense que de prendre le risque de voter un amendement à 100 000 € sans qu'il y ait des bases très très précises pour le montant de l'indemnité, alors même qu'il y a une procédure de soutien de l'Assemblée nationale envers la famille, une procédure contre l'entreprise qui a manqué à ses devoirs de protection des salariés, moi je vous invite à ne pas voter cet amendement. Moi je propose au groupe de le retirer. On retire l'amendement. Ok, merci. Le 3073, Madame Maxime. Effectivement, je pense que c'est mieux de le retirer. J'ai déposé moi-même un amendement concernant justement la mort dramatique de Monsieur Sylla, parce que pour le coup, il y a une demande de sa famille, c'est qu'un hommage lui soit rendu du côté de l'Assemblée nationale avec le dépôt d'une plaque. Et donc, c'est un amendement qui vise à respecter justement les demandes de cette famille, de la famille de Monsieur Sylla, qui est aussi coûteux, mais qui est, à mon avis, un moment important, comme le disait Monsieur Coquerel, c'est qu'il y a un moment, si ça n'avait pas été des sous-traitants et donc du coup des entreprises sur lesquelles l'Assemblée ne regarde pas grand-chose, alors il y a eu des corrections, mais on voit bien que la question de la sous-traitance, aujourd'hui, elle est compliquée à contrôler. Et donc, du coup, c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait des amendements pour arrêter en fait d'externaliser des prestations, et notamment celles qu'on voit le moins, ou alors en tant que parlementaire, souvent c'est le nettoyage, mais là, pour le coup, c'est dans les sous-sols de l'Assemblée que ça s'est passé. Donc, du coup, voilà, répondre à la demande de la famille. Je dirais quand même une chose, il y a un article qui est passé dans la presse sur le procès qui est en cours, et il n'y avait pas de représentant de l'Assemblée nationale au procès. Je trouve ça dommage. On passe au vote. Qui est pour? C'est un budget de 3 000 €. Qui est contre? Adopté, oui, mais c'est pas grave. On va passer maintenant au bon, là, 30-60. Enfin, on va passer au bon. On passe à l'autre qui était avant. 3073. Oui, je m'excuse, je me suis inversée dans les amendements. Donc là, c'est justement pour mieux contrôler les sous-traitants, parce qu'on a eu donc cet accident qui a conduit à la mort de Monsieur Sylla, et c'est malheureusement, quand on entend aussi les salariés des entreprises de sous-traitance, elles ont des revendications aussi de contrôle quand on a des donneurs d'ordre qui en fait regardent moins sur les conditions de sécurité, les EPI. Donc là, c'est d'être un peu plus vigilant et de mieux contrôler justement ce qui se passe dans les sous-traitants à l'Assemblée nationale.
Moi, j'ai une petite question par rapport à ça. Il y a rien qui existe en la matière dans l'Assemblée nationale? On a vérifié? Si, il y a eu depuis ce qui s'est passé, l'Assemblée nationale est un peu plus rigoureuse vis-à-vis des sous-traitants. D'ailleurs, le procès démontre qu'il y a eu des manquements du côté de l'entreprise, mais du coup, l'Assemblée doit aussi se pencher beaucoup plus sérieusement sur les conditions de travail des sous-traitants qui exercent directement sur site. Et donc là, il y a eu une avancée au niveau de la questure. Je pense qu'on peut encore aller plus loin, ça c'est une certitude. Et surtout, je pense que la meilleure façon de protéger les personnes qui travaillent ici, c'est qu'elles soient employées directement par l'Assemblée nationale. Madame Roux. Oui, moi j'ai présidé des instances à la région Bretagne pendant 10 ans, donc c'est une obligation de la collectivité, enfin ou de l'Assemblée nationale. Dès qu'il y a de la sous-traitance, on doit s'assurer de la sécurité du personnel, mais il y a aussi l'autorisation de soudure et tout ça. Okay. Donc moi je pense que j'espère que ça va évoluer avec la nouvelle questure, mais sur le fond je crois que c'est indispensable quand on voit tous les chantiers qu'il y a ici. Et à mon avis, il y a beaucoup de sous-traitance, ça a l'air sécurisé, mais c'est de la responsabilité aussi du donneur d'ordre de sécuriser les personnes qui viennent travailler sur le site. Monsieur la baronne. Mais je ne comprends pas bien. Là, vous souhaitez dégager un budget de 80 000 € pour exercer cette mission de contrôle des sous-traitants. Mais à quoi vont servir ces 80 000 € à payer une société de contrôle des sous-traitants? À quoi va servir ces 80 000 €? Puisque vous dites pour les allouer à un nouveau programme mission de contrôle. Bon, ok, mais à quoi vont servir ces 80 000 € concrètement? La question, ce n'est pas d'externaliser de nouveau un contrôle de sous-traitants, c'est de pouvoir mettre des moyens d'embauche d'agents à l'Assemblée pour faire cette mission de contrôle sur les questions de la sous-traitance à l'Assemblée nationale. Donc ça peut se faire tout à fait à l'interne, mais il faut une ligne budgétaire qui est vraiment dédiée concrètement à ça. Bon, on passe au vote. Après, chacun vote en fonction des réponses qui leur sont données. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. On passe aux... Les autres ne sont pas défendus. Le 14-26 est défendu, par contre, le dernier, groupe écologiste. C'est défendu. Ah bah oui, si. Madame la Oui, mais bon... rapporteure. C'est un avis favorable de l'amendement de François Ruffin sur la question du personnel de ménage. C'est un amendement qui présente tous les ans et tous les ans je donne un avis favorable et je vous invite à l'adopter. Monsieur Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Nous, on est favorable à mieux payer les femmes de ménage. J'en profite pour rebondir sur ce que vous avez dit sur l'audit citoyen. Moi, je trouve ça intéressant parce que les questions que vous avez soulevées, qu'on soulève tous, quels que soient les partis, je pense, sont très importantes. Mais on ne peut pas faire abstraction au-delà des économies qu'il faut faire ou pas, de la défiance qu'il y a envers les institutions. On l'a bien vu l'année dernière avec l'indexation sur l'inflation de nos frais de mandat qui ont provoqué un véritable émoi dans la population. On l'a tous senti, c'était pendant les vœux en plus. Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup senti dans ma circonscription et je pense ailleurs. Et je crois que c'est important, effectivement, peut-être d'ouvrir l'institution pour poser ce débat qui est important. Donc, quel est le coût de la démocratie, le coût légitime de la démocratie? Mais effectivement, on ne peut pas le faire entre nous parce que c'est pas du tout l'ambiance dans le pays, je pense. Et pour que la question soit correctement traitée, je trouve que ce que vous proposez est intéressant. Et ça évite la démagogie et ça évite qu'on mette la poussière sous le tapis parce qu'il y a des gens qui nous aident, il y a des administrateurs, il y a des agents, il y a des... Voilà, et il y a beaucoup de fantasmes aussi sur l'argent et la politique. Et je pense que c'est intéressant, effectivement, d'ouvrir les portes pour traiter ce problème qui a tardé depuis trop longtemps. Voilà, merci de m'avoir donné ce petit temps en plus. De rien, merci d'avoir apprécié mon idée. Madame Rouleau. Oui, alors je pense qu'on partage tous de voir ces femmes de ménage qui arrivent à 6 heures du matin et qui viennent des fois de loin. Donc, de mémoire, moi je suis dans l'association des députés employeurs. Il y a un sujet, une réflexion sur ces personnes, sur ces femmes. Pour la plupart des femmes, il peut y avoir des hommes, notamment pour le travail dans la journée, parce que là, elles travaillent tous très tôt. Je pense qu'on va regarder aussi de près la situation financière. Il y a vraiment une prise de conscience de leur situation. Donc, moi, à titre personnel, je vais m'abstenir parce que l'idée est bonne, mais je ne voudrais pas quand même gager...
Allez-y, qu'on passe au vote. Parce Oui, Monsieur le Président, c'est juste une question parce que nous venons de voter un amendement pour réinternaliser le travail des femmes de ménage. Et là, on propose une augmentation des femmes de ménage auquel on a proposé de ramener le travail au sein de notre Assemblée. Donc, je pense que l'un fait tomber l'autre. C'est vrai qu'il légalement, il ne tombe pas. Bon. Juridiquement, vous le maintenez, il ne tombe pas. Mais Vous le maintenez? Oui. On met au vote. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. On passe aux explications de vote très vite. Allez-y. Très rapidement, écoutez, on a voté de nombreux amendements au début pour baisser la dotation, ensuite pour la rehausser. Donc moi, j'avais mis un avis favorable sur la mission. RN. EPR. Abstention sur parce qu'il y a des éléments qui nous paraissent ne pas devoir rentrer dans cette mission budgétaire. Donc, Okay. Pas de souci. Et les filles? Et les filles? Ok. Socialiste. Non, non. C'est la mission. Là, c'est la mission, les crédits de la mission. D'accord. Écologiste. Oui, nous serons favorables au regard des avancées, notamment en termes d'attention au niveau du personnel et des moyens qui sont confiés pour la représentation nationale pour mieux faire fonctionner la démocratie. Merci. Démocrate. Je ferai comme certains de mes collègues, abstention, parce qu'on n'a Horizon. pas tous les éléments. On passe au vote. Qui est pour? Ah, GDR, pardon. Je suis désolé. Pour. 10. Qui est contre? Adopté. Les 4 amendements, si on pouvait faire des défendus, ça m'arrange. 2307. Donc on va faire des défendus sur justement des projets qui sont des taux de réalisation de projets d'investissement priorisés dans le budget, notamment en matière écologique. Sur le deuxième, également un indicateur lié à la publication des dépenses de la présidence de la République. Des députés ou sénateurs se sont consacrés de façon extrêmement intensive sur ces sujets-là et nous avons besoin de visibilité avec une publication annuelle en recherchant des standards de transparence pour cette institution, surtout dans un budget, lui, qui explose littéralement. Le troisième, c'est un budget pour les déplacements, un indicateur pour les déplacements présidentiels, dans quelles conditions et le ratio du coût par déplacement par rapport au budget initial et final des déplacements. Le cinquième, c'est un amendement également sur le suivi de la sécurité du personnel des infrastructures de la présidence de la République. Quand on sait aujourd'hui qu'on a pu suivre les déplacements du président de la République grâce à un applicatif sportif des gardes du corps. Et le dernier amendement est sur le niveau de sécurité des infrastructures pour le personnel, le taux de conformité des installations de sécurité par rapport aux normes en vigueur. Et le débat que nous avons eu tout à l'heure me paraît conforter la pertinence de cet amendement. Madame la rapporteure. 5 fois favorable. Alors, ok. Le premier, 2307. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Le deuxième, même vote. Le troisième, même vote. Le quatrième, même vote. Le cinquième, même vote. Chers collègues, on a fini. Il n'y a plus que les articles non rattachés qu'on fait mardi prochain à 11h. Et demain matin à 8h30. Et demain matin, oui, on a le PLFG. Je parle. Ouais, on a les auditions des ministres demain matin. Quand c'est fini, ça recommence en fait. Mardi à 11h, on finit.